Vous regardez Africa Today Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette édition avec la coopération agricole. Comme promis, l'Office chérifien de phosphate OCP a fait don de 20 000 tonnes d'engrais ce lundi aux agriculteurs guinéens. C'est un don qui fait suite aux engagements pris par le Maroc à accompagner la Guinée à travers une participation au renforcement des capacités de production agricole. Moussa Sefa Kamara. C'est pour accroître davantage la productivité des agriculteurs et un développement rapide des cultures d'exportation des produits locaux que le Maroc, à travers l'Office chérifien de phosphate, a fait ce don à la Guinée. Ces intrants permettront également aux travailleurs de la terre de bénéficier d'un rendement élevé. Pour améliorer la productivité agricole des cultures fruitières, vivrières et maraîchères, il faut un appui conséquent du secteur afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire, a précisé le représentant de la fondation de l'OCP en Guinée. Le secteur agricole en Guinée dispose d'un fort potentiel de développement et d'une grande diversité de cultures. Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux pour que le pays atteigne l'autosuffisance alimentaire qui devienne une grande puissance agricole. Pour accompagner cette dynamique, il faut soutenir le secteur agricole et aider les agriculteurs sur tout le territoire à passer un cap en 2017. Selon le président de la Chambre nationale d'agriculture, l'appui en intrants agricoles en faveur des paysans guinéens sont déjà visibles sur le terrain à travers l'abondance des produits sur le marché. L'observation et l'analyse des réalités de nos marchés locaux permet d'indiquer que le million de tonnes qui est fourni au titre de la satisfaction des besoins nationaux en riz correspond à la production agricole nationale boostée par vos différents appuis. Par ailleurs, l'abondance des produits agricoles, notamment les produits maraîchers, les fruits, les tubercules, entre autres sur le marché, en est une autre preuve illustrative, car ceci contribue significativement à l'allègement du panier de la ménagère. Le Premier ministre, lui, a sollicité plus de détermination et une volonté réelle chez les Guinéens pour faire en sorte que les agriculteurs profitent des atouts dont regorge le pays afin de booster notre agriculture. Ces efforts doivent être accompagnés par l'engagement des Guinéens. Et cela va se faire en redoublant d'efforts. Nous avons un environnement exceptionnel. Nous avons des terres arables, nous avons de l'eau à profusion. Donc aujourd'hui, avec la politique d'accompagnement qui est en train d'être mise en place, plus rien ne devrait être une excuse pour nous pour ne pas pousser notre production agricole vers le haut. Au-delà des 20 000 tonnes d'engrais offertes à la Guinée, 80 000 autres vont être exportés par la Fondation OCP pour commercialisation dans le pays. Migration et développement en Afrique de l'Ouest, c'est le thème d'un atelier tenu ce mardi à Conakry, organisé par le Centre du commerce international pour le développement. Ces assises devront permettre à l'État et aux acteurs concernés d'améliorer des actions non seulement en faveur des migrants, mais aussi de contribuer à la réduction de la pauvreté, d'ailleurs un facteur encourageant du fléau dans l'espace communautaire de la CEDEAO. Alcéné Diallo. Les enjeux économiques des migrations en Afrique de l'Ouest, le genre dans la migration, la dimension géographique et sécuritaire et les réponses des politiques face aux questions de migration en Guinée, telles sont entre autres thématiques débattues au cours de cette journée. Aujourd'hui dans la région, les jeunes étant de plus en plus exposés à ce phénomène migratoire. Et cela est lié notamment, selon des spécialistes, aux questions de la pauvreté. Pour l'initiateur de cette rencontre, la migration a un double avantage. Nous ne devons pas considérer la migration comme étant un fait de xénophobie, un fait où les migrants, disons une réalité où les migrants viennent seulement profiter de l'économie des pays d'accueil. Ils contribuent à l'économie du pays d'accueil. C'est pourquoi je dis que le sujet est très original, parce que le plus souvent, les gens, ils étudient la migration pour voir les migrants, alors qu'est-ce qu'ils apportent à leur famille, qu'est-ce qu'ils apportent à leur pays. Mais par contre,
les pays où ils résident, qu'est-ce qu'ils apportent à ces pays, est souvent moins renseigné. Plusieurs experts de cette question se sont succédés devant les participants pour apporter un éclairage sur cette problématique mondiale. Et ce phénomène migratoire ne laisse aucunement la couche féminine qui n'est pas non plus épargnée des atrocités de la migration. Des femmes migrent en tant que filles mères, en tant que veuves, elles migrent pour la pauvreté et donc elles fuient une situation donnée depuis le monde rural jusqu'à la ville et depuis la ville pour l'international. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la promotion de l'insertion socio-économique des migrants de l'espace CEDEAO en Guinée qui a été présenté ce lundi. Et le directeur du CECID sollicite auprès de tous les acteurs la vulgarisation des recommandations. Notre ambition n'est pas de mettre tout en œuvre, mais les recommandations de l'étude au moins, nous allons les vulgariser. Donc on va les proposer aussi qu'il y ait des concertations plus larges possibles pour que les préoccupations et les recommandations des uns et des autres soient prises en compte dans la politique. Le directeur national de l'intégration au ministère du Plan et de la coopération internationale a promis la prise en compte de toutes les propositions de cet atelier afin de faciliter l'intégration régionale qui est un vrai moteur de croissance et de développement du pays. Diallo, le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national pourrait bien voir son épilogue d'ici à la fin de l'année 2017. C'est du moins cette assurance que donne le directeur général adjoint de la SOGEB, entendé par SOGEB, Société de gestion et d'exploitation du backbone national. Mami Diaby était ce lundi l'invité de l'émission La Tribune de l'Actualité Plus sur Chéri FM et TATV. On suit le décryptage avec Soirée Boubacar. Lancé depuis 2015 pour un délai d'exécution de 2 ans, le déploiement de la fibre optique serait à ce jour très avancé. Sur les 4000 km à couvrir, plus de 1500 sont déjà délivrés. Et les travaux sur le terrain se trouvent au niveau de l'axe Kankan-Zérékoré. Nous avons déjà fini Conakry-Boké, l'axe, Conakry-Mamou, Mamou-Labé, donc l'axe aussi, d'Alaba-Pita jusqu'à Labé, Mamou-Kankan et Mamou-Farana. Actuellement, on a commencé depuis il y a 2 semaines, Kankan pour aller vers Zérékoré, Zérékoré pour remonter vers Farana pour fermer l'autre boucle. Et donc du coup, tout le monde sera servi et je pense qu'on pourra résorber cette facture numérique et aussi essayer de décongestionner un petit peu nos réseaux. Une fois cette étape terminée, les Guinéens pourront s'offrir une communication Internet haut débit et à un coût abordable. D'ailleurs, la SOGEB dit être très avancée dans les négociations avec les potentiels clients pour pouvoir lancer l'exploitation dès que toutes les grandes villes du pays seront reliées. Nous n'allons pas attendre que tous les 4000 km soient déployés avant de commencer l'exploitation. L'avantage de commencer l'exploitation maintenant, il y a un double avantage. Le premier, c'est que tout de suite, nous sommes bankable. On fait rentrer des recettes. La deuxième aussi, je pense que ça permet, si vous voulez, de tester la qualité de l'infrastructure. Et au fur et à mesure, on va essayer de réguler ce qui n'a pas été, de régler ce qui n'a pas été réglé au départ, ainsi de suite. Quant au respect du délai imparti, le directeur général de la SOGEB reste confiant. Donc je pense que d'ici la fin de l'année 2017, d'ailleurs ça c'est contractuel, nous verrons la totalité des 4000 km. A rappeler que ce méga projet a coûté à la Guinée une bagatelle de 238 millions de dollars, soit environ 2000 milliards de francs guinéens. Sécurité à présent, des ramifications des réseaux de présumés trafiquants d'êtres humains viennent de tomber dans les filets du secrétariat général de la présidence chargée des services spéciaux. Ce mardi, un groupe de 5 personnes, dont 2 présumées victimes, a été présenté à la presse à Kaloum. Mamadou Alphaba était de la partie, suivez son compte rendu. C'est dans sa mission de lutte contre les crimes organisés et transfrontalières que les agents du service spéciaux ont récemment interpellé un groupe de présumés criminels. Ces personnes mises en cause seraient spécialisées dans le trafic illicite d'êtres humains et de migrants vers les pays du Golfe. Le vendredi 31 mars, nous avons interpellé dans le quartier Coronting, alias Michou, qui est là derrière moi, pour les mêmes faits de recrutement et de trafic illicite d'êtres humains. Interrogé sur les faits, il a reconnu avoir
recruté à partir de la Sierra Leone 2 jeunes filles qu'il a fait partir au Koweït, qu'il embarque à Conakry, il a embarqué à partir de l'aéroport international de Conakry. Tous ces recrutements se font à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, WhatsApp, Imo et autres. Si le présumé trafiquant aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés devant les enquêteurs, cependant, il a tout nié devant les caméras. Moi, je connais bien de tout ça. Je connais bien de tout ça. J'ai jamais voyagé quelqu'un, jamais enlevé visa pour quelqu'un. C'est madame qui veut m'aider à partir à l'Europe. Ce qui reste clair, les agents de lutte contre la drogue et le crime organisé et chargés de l'enquête dans ce dossier affirment avoir pris ces malfrats en possession de 12 passeports et d'autres documents de voyage. Et un soi-disant imam résidant à Conakry serait même l'un des complices des membres de ce réseau. Tout ce que le vieux a dit sont les allégations mensongères. Le PV en fait foi. Un vieux comme ça de cet âge-là, et qui se dit imam, ou qui se dit qu'il passe tout son temps à la mosquée. Vous voyez des passeports qu'on a saisis chez lui, et les documents de voyage qu'on a saisis chez lui. Il y a au moins plus de 200 filles qui sont dans son réseau. Plus de 200 filles. Récemment, 34 passeports ont été également saisis avec un groupe qui opérerait avec les mêmes méthodes. Fait de société, la cherté des loyers à Conakry devient de plus en plus un casse-tête pour les citoyens. Les difficultés se situent non seulement au niveau des frais très élevés, mais aussi dans les tracasseries pour obtenir un abri dans la capitale guinéenne. Et cette situation préoccupe aussi bien les citoyens sans voix que des ONG comme celle appelée Destin en main. Cette ONG, après une pétition lancée récemment contre le loyer cher, invite désormais l'État lui-même à agir pour réglementer le secteur. Décryptage au Marceau. En Guinée, chaque année, des concessionnaires procèdent à l'augmentation fantaisiste du prix de leur loyer. C'est un phénomène devenu récurrent dans la capitale guinéenne que déplorent des citoyens constitués en collectif d'associations. Pour l'ONG Destin en main, membre du collectif, les pouvoirs publics doivent penser à organiser ce secteur tout en édictant un certain nombre de règles à respecter par les acteurs évoluant dans l'immobilier. Ça ne veut pas dire que parce que vous-même vous construisez votre maison que vous pouvez fixer vous-même votre loi. Vous êtes dans un état de droit. Donc c'est à l'État, c'est dans son intérêt à ce qu'il essaye de réglementer le secteur et de dire à ceux qui ont construit des maisons pour les mettre en location ou en bail, franchement, il y a des règles à respecter. Autre fait dénoncé par Mamadou Bayloubari, c'est le comportement des coursiers appelés souvent démarcheurs, dont la tâche consiste à aider les citoyens en quête de logement à en trouver moyennant une somme d'argent, sont accusés à tort ou à raison d'être responsables de la cherté du loyer. D'où cette proposition de solution. À force d'organiser ces gens-là en agence immobilière, eux d'abord ils ont à gagner, les pauvres populations sont protégées et l'État y gagne. L'État peut utiliser même ces taxes prélevées pour essayer d'accompagner leurs projets de logements sociaux. Du constat plausible, ils sont nombreux aujourd'hui des promoteurs immobiliers qui ne payent pas les taxes. Selon le directeur exécutif de l'ONG Destin en main, la réorganisation de ce secteur va permettre nul doute à l'État de renflouer ses caisses. Je me dis en réglementant le secteur, il y a aujourd'hui beaucoup d'argent qui échappe à l'État. Les taxes sur l'immobilier, c'est énormément d'argent qui échappe à l'État. Pour pallier à ce problème de loyer, une proposition de loi a été portée par 3 députés qui auront la charge de soumettre à l'ensemble des élus du peuple pour amendement et adoption à l'Assemblée nationale. Et cela à partir de la session qui s'ouvre en ce mois d'avril 2017. Au Marceau, le Comigui, entendez, comité Miss Guinée annonce la reprise de ses activités malgré sa suspension par le département de la culture. Le comité est-il désormais autorisé? Cela ne le semble pas pourtant pour le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Dans une interview accordée à certaines presses, Sia Kabari précise que la suspension court toujours, même si celle-ci ne concerne pas les avantages de la Miss 2017. Plus d'explications avec Saloum Kondé. En point de presse ce lundi, la présidente du comité Miss Guinée annonçait la reprise de ses activités. Autorisée ou pas, la réaction du ministre de la Culture n'a pas tardé suite à cette annonce. Dans une interview accordée à un site de la place,
Siaka Bari qualifie d'amalgame les propos de la présidente du comité Miss Guinée. À en croire le premier responsable du département de la culture, les activités du Komigi restent suspendues. Mais la mesure ne concerne pas les avantages de la Miss 2017, a-t-il précisé. Pourtant, Zoana Bari dit avoir bénéficié d'une autorisation pour que sa structure reprenne ses activités. À la question de savoir à quand l'on peut s'attendre à la levée des sanctions du Komigi, le ministre annonce que cela pourrait intervenir après la mise en place de la commission rédaction du code d'éthique. Au moment où cette sanction est en train de peser lourd sur le Komigi, la Miss RTG serait du côté du Rwanda pour le concours Miss Africa Continent. Un fait que le Komigi trouve inadmissible car il reste et demeure le seul comité à parler au nom de la Guinée à l'international, rétorque la présidente. À ce sujet, le ministre Siaka Bari s'est dit stupéfait car cela ne concerne en aucun cas son ministère, sauf s'il y a usurpation de titres. Culture toujours avec un vent nouveau qui souffle désormais sur l'agence guinéenne de spectacle. La directrice générale de la structure a annoncé ce mardi une batterie de mesures pour redynamiser le secteur des spectacles en Guinée. Au nombre de mesures figure en bonne place l'interdiction désormais d'événements à toute agence non immatriculée auprès de l'AGS. Là-dessus, Sayumbaba dit être ferme sur sa décision. Voyons tout ça avec Buntura Biketa et Sa Alouyambouno. Moi ici, mon service, personne ne peut m'intimider. J'ai juste la possibilité de démissionner si ça va plus loin. C'était une Sayumbamba très engagée et déterminée face à un parterre de journalistes. La nouvelle directrice générale de l'agence guinéenne de spectacle veut donner un nouveau visage au monde événementiel en Guinée. Pour y arriver, des dispositions draconiennes ont été prises dans ce sens. Et tout commence par la réglementation du secteur. Le but de mon service, c'est quoi? Par rapport aux réglementations, c'est mettre un cadre pour que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on est artiste qu'on est libre. Surtout, il y a une rigueur qui va rehausser le niveau de ce secteur. Et aussi, on a une responsabilité pour que les gens qui prennent les licences chez nous vivent de ces licences. Or, en donnant des licences à des gens qui ne payent pas et en faisant payer certains, on fait déjà du favoritisme. C'est pas normal. Ça, c'est la première des choses. Visiblement, la structure Meur Libre Prod pourrait être la première à payer les frais de cette décision. La maison de production pourrait voir son concert du 16 avril annulé si, au dire de Sayumbamba, rien n'est fait pour se conformer au nouveau règlement. J'interdis leur spectacle, pourquoi? J'interdis leur spectacle parce qu'ils ne sont pas en règle administrativement. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième raison qui m'a fait interdire leur spectacle est la suivante. J'ai pas eu assez d'éléments sur les dispositions sécuritaires pour autoriser l'organisation de ce spectacle. J'ai trouvé un peu léger le déploiement sécuritaire qu'ils ont mis en place, d'autant plus que nous connaissons les risques qui peuvent arriver quand Dejifos séjourne. Sur une quarantaine d'agences de spectacle en Guinée, seulement 12 sont dans les normes, notamment la structure Tigan World Music, Massidi Agency et Rarelicom Events. Même Benedi Record n'est pas sur la liste de Sayumbamba. La nouvelle directrice de l'agence guinéenne de spectacle a aussi signé une convention avec l'administration du Palais du Peuple. Et à ce niveau également, les décisions pourraient faire frissonner les promoteurs de spectacles. Dans la convention qu'il y a avec le Palais du Peuple, c'est clair. Maintenant, quand ils disent qu'ils louent à 20 h, si le spectacle n'a pas commencé et s'il n'a pas fini à l'heure indiquée, le palais ferme la salle. Et il faut qu'on respecte le public, parce que le public souffre de ça. On entend les gens se plaindre, ça ne commence pas à l'heure, ça commence pas, on est fatigué. Et tout ça, ça pousse à quoi? Ça pousse à l'agressivité d'un public. Ces décisions sont le fruit de 3 mois d'activité de Sayumbamba à la tête de l'agence guinéenne de spectacle. La directrice annonce aussi plein de perspectives. Parlons sport à présent pour dire que le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a tenu ce mardi sa réunion bimestrielle avec les 31 fédérations sportives du pays. La démarche vise à passer en revue les activités du département en cours et celles en perspective. Diao Bachir, Moussa Sefa Kamara. C'est une manière pour le département et ses fédérations sportives nationales d'unifier les idées pour le bon fonctionnement des activités physiques en Guinée.
C'est pourquoi, après chaque 2 mois, les deux parties se retrouvent pour discuter et échanger autour des sujets qui assaillent le milieu sportif dans le pays. Alpha Oumar Bari, président de la Fédération guinéenne de lutte associée, lui exhorte l'État à convaincre les entreprises pour l'accompagnement des activités sportives. Forcer la main des sociétés qui sont en place pour venir sponsoriser les fédérations sportives. Nous on connaît parce qu'on se déplace, on voit tout. Au Sénégal par exemple, même les supporters rejettent les sponsors. Parce qu'il y a des fédérations qui viennent et disent bon, cette année-là c'est clos, cette année-là c'est clos. Mais pourquoi pas en Guinée ici? Parlant de la subvention qui reste le problème épineux de ces associations sportives, le directeur national des sports apporte des précisions. La procédure a changé en termes d'acquisition des subventions. Et actuellement, on vous demande le décret de création ou bien l'agrément de création de l'association. Vous avez besoin de présenter un document signé par un expert comptable agréé en République de Guinée. Et nous avons des fédérations. Je vous donne un exemple, la Fédération guinéenne de volleyball qui a été créée en 1958. De fait, après l'indépendance, ce sont des fédérations qui n'ont pas l'agrément, qui ont été créées avec les sportifs qui existaient déjà, qui ont joué toutes les compétitions. Cette rencontre s'est tenue en prélude de la journée internationale du sport au service de la paix et du développement qui sera célébrée le 6 avril prochain. Cet autre fait de l'actualité qui vient de nous parvenir, c'est bien la page noire. La dépouille mortelle d'Aboubacar Sissé et celle de Diassouri Fofana, qui est décédé d'ailleurs en apprenant la mort du premier, ont regagné Conakry ce mardi 4 avril 2017. Journaliste, écrivain et diplomate, Aboubacar Sissé est décédé, vous le savez, en fin mars dernier des suites de maladie. À l'exposition des corps cet après-midi, les témoignages des parents, amis et collaborateurs étaient teintés de pathétisme. On écoute quelques-uns au micro de Saloum Kondé. L'homme qui vient de se coucher et qui ne se relèvera plus est un ami. Nous nous sommes rencontrés, nous n'avions pas encore 20 ans. Et dès le départ, cela a été l'émulation. Les discussions oiseuses, souvent futiles, les envolées intellectualistes puériles, mais nous nous prenions tellement au sérieux que nous reprochions à nos enseignants de ne pas avoir bien préparé les cours. Vous avez écouté les éloges. Ce que je peux dire que Sissé, c'était un homme tout entier intègre. Il le bouillonnait de passion. Le journalisme, c'était sa vie. Si Sissé n'avait pas été journaliste, il n'aurait pas pu faire autre chose. Aboubacar Sissé nous quitte aujourd'hui avec beaucoup d'ambition, notamment sa participation à la prochaine conférence diplomatique qui devrait inviter ici à Conakry toute la gente diplomatique, tous les ambassadeurs et leurs conseillers pour que nous venions nous consulter sur le futur et le devenir de la diplomatie guinéenne. Il attendait aussi, en tant qu'écrivain, l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. À entendre ces témoignages qui reflètent exactement ce qu'il est, serviable, travailleur, curieux, aimant, solidaire. La liste étant longue, je témoignerai sur nos propres ressentiments en tant qu'enfant de M. Aboubacar Sissé. Tu as été le meilleur papa du monde, car être meilleur, c'est donner le maximum de soi. Et c'est en venant assister aux obsèques de ce jeune cousin dont le père et sa mère sont de même père et de même mère que notre collègue Ibrahima Diassouri Fofana a fait son dernier et fatal voyage. Sur le continent, la crise économique s'accentue en Égypte. L'inflation a grimpé de près de 30% en janvier, 3 mois seulement après que le gouvernement ait décidé de laisser flotter sa monnaie. Et les consommateurs en sont gravement touchés. Regardez. Mais où va l'économie égyptienne? Depuis 2011, tous les indicateurs économiques ont viré au rouge.
Un chiffre résume l'urgence de la situation. Le taux d'inflation qui a fait un bond spectaculaire, passant de 13% en septembre 2016 à 30% en janvier 2017. Première victime, les consommateurs qui doivent faire face à une hausse sans précédent du prix des denrées alimentaires. Dans les rues du Caire, le ras-le-bol gagne du terrain. Un jour nous mangeons et le jour d'après non. Nous sommes fatigués de cette situation. À ce stade, ce n'est pas un travail ou un salaire que nous réclamons, mais de la nourriture à prix abordable. Pour ne rien arranger, les caisses du pays ont perdu plus de la moitié de leurs réserves en devises étrangères, passant en 5 ans de 40 milliards à un peu moins de 20 milliards de dollars. Pour certains, la perspective d'une embellie s'éloigne chaque jour un peu plus. Si nous nous basons sur nos projections pour la période 2016-2030 et sur la situation économique actuelle, je peux vous dire que l'avenir ne semble pas très rassurant. Nous avons de graves problèmes qui doivent être résolus. Si les observateurs s'accordent sur la profondeur de la crise économique et l'urgence de la circonscrire, les solutions apportées, elles, font l'objet d'un profond débat. Pour l'heure, une chose est certaine, le gouvernement égyptien devra gérer une période difficile avec le risque de nouvelles tensions sociales. D'aucuns diront d'ailleurs que le président Abdel Fattah al-Sisi marche désormais sur un fil. Au Niger, la centrale électrique de 100 MW de Goro-Banda est enfin opérationnelle. Un espoir pour les habitants de la capitale Niamey de tourner la page sombre des délestages intempestifs, mais aussi un pas pour le Niger vers l'intégration dans le réseau électrique ouest-africain. Regardez. Une centrale électrique pour pallier les délestages et coupures intempestives du courant électrique dans la capitale nigérienne. D'un coût global estimé à 115 milliards de francs CFA, la centrale de Goro-Banda, située au sud-est de la capitale Niamey, est le plus grand complexe électrique du Niger avec une capacité de 100 MW. Le président Issoufou Mahamadou a procédé à son inauguration ce dimanche 2 avril 2017. Un pas vers l'indépendance électrique du Niger, jadis approvisionné à plus de 110% par le Nigeria voisin. C'est un pas important vers la couverture des besoins en énergie au-delà de Niamey, de l'ensemble du Niger. Vous savez qu'on a d'autres ambitions, on a d'autres projets. Nous avons dans le pipeline le projet de Kandaji et mon espoir, mon objectif, c'est que ce projet également puisse être inauguré avant la fin de mon second mandat. La mise en fonction de ce grand projet intervient à un moment où la demande en énergie des populations de Niamey est extrêmement importante. Pendant ces périodes de forte chaleur, la capitale du Niger et ses environs font face à des coupures intempestives d'électricité qui ont des effets sur les ménages et la croissance économique du pays. La mise en service de cette centrale thermique permettra de réduire les très nombreuses coupures d'électricité dans la capitale nigérienne. Nous allons vers l'indépendance énergétique, c'est déjà bien. Donc, c'est-à-dire peut-être qu'on ne connaîtrait plus les semaines qu'on avait par les années antérieures passées dans le noir à Niamey. C'était un véritable calvaire. Les travaux de construction de cette centrale thermique fonctionnant au diesel ont duré 4 ans. Dans un futur très proche, et selon les autorités nigériennes, ce site est aussi prévu pour accueillir une centrale solaire photovoltaïque devant permettre l'autosuffisance énergétique et l'intégration du Niger dans le système ouest-africain d'échange d'énergie. En interactualité en Guyane, plusieurs personnes sont déjà rassemblées devant le centre spatial de Gourne. Le collectif de grévistes espère une mobilisation historique. Le mouvement social qui touche la Guyane depuis 2 semaines pourrait se durcir. Et pour cause, beaucoup ont trouvé méprisant les propos hier de Bernard Cazeneuve pour le Premier ministre français réclamer 2,5 milliards d'euros est tout simplement irréaliste. Comme ailleurs, la colère monte partout. Regardez. Au 15e jour de grève, colère des Guyanais. Les organisateurs appellent à poursuivre le blocage avec un pique-nique à l'entrée de la base de lancement. 4, 3. Considérée comme le port spatial de l'Europe, Kourou est l'une des bases les plus modernes au monde. Elle emploie plus de 1600 personnes et s'occupe notamment de la fusée Ariane.
Mais à quelques kilomètres de ce fleuron de l'aérospatiale, certains Guyanais se sentent oubliés. Ils vivent dans ces bidonvilles, parfois sans électricité. On ne récupère pas beaucoup d'argent de la fusée parce que regarde, ça fait des années qu'on est dans le village, il n'y a pas de lumière, voilà quoi. Il n'y a pas de lumière et c'est pas normal qu'il n'y a pas de lumière. À Koro, surtout à Koro, où il y a la fusée qui décolle presque tous les mois, il n'y a pas de lumière. On est là quoi, comme ils disent pendant la grève, la fusée elle décolle, mais nous on reste ici. Alors qu'une nouvelle journée de grève générale se profile, certains enseignants s'organisent pour éviter de nouveaux retards dans les programmes scolaires. Une aubaine pour ces lycéens à quelques semaines du bac. Pour pouvoir rattraper les cours qu'on a perdus durant la grève, durant la manifestation. On est venu pour réviser, car on sait tous que les écoles et les lycées sont fermés. Et du coup, comme on a le bac à la fin de l'année, des examens passés, on aimerait bien renforcer nos révisions. Un soutien scolaire qui devrait se poursuivre à nouveau aujourd'hui sur les différents barrages. Les vols Air France entre Paris et la Guyane ont eux à nouveau été supprimés ce mardi en raison d'une pénurie de carburant à l'aéroport de Cayenne. Il y a du nouveau dans l'enquête sur l'attentat suicide de Saint-Pétersbourg qui a fait 14 morts. Le kamikaze est un jeune kirghize de 22 ans. Ses empreintes d'ADN ont été trouvées sur une autre bombe artisanale trouvée dans une autre station de métro. Mais l'engin avait pu être neutralisé à temps. Regardez. À l'entrée du métro, elle s'accumule progressivement. Quelques fleurs et une pensée émue en hommage aux victimes de l'explosion de Saint-Pétersbourg. J'ai vraiment eu peur, je ne voulais aller nulle part avec le métro car j'étais très inquiète. Hier tout le monde appelait tout le monde pour savoir comment chacun allait. Hier soir, c'est Vladimir Poutine qui est venu déposer une gerbe à proximité du lieu de l'explosion. Il est 14h40 hier quand le métro termine sa course dans cette station après la déflagration. Certains se précipitent dehors, passent à travers les fenêtres qui viennent d'être soufflées. D'autres se frayent difficilement un passage. Puis les premières victimes sont évacuées. Le bilan est désormais de 14 morts et une cinquantaine de blessés. Les autorités affirment ce mardi avoir formellement identifié l'auteur présumé de l'attentat. Âgé de 22 ans, il est originaire du Kirghizstan, ex-république soviétique d'Asie centrale. Un pays qui, avec la Tchétchénie et l'Ouzbékistan, a fourni un nombre important de combattants au sein du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Mais pour l'heure, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. La surenchère dans l'horaire en Syrie, la rébellion accuse le régime d'avoir perpétré une attaque chimique sur un secteur résidentiel de la province d'Idlib ce matin à l'aube. D'après l'opposition, 58 personnes ont été tuées, dont 11 enfants. Quelques heures plus tard, c'est l'hôpital où une partie des blessés était soignée qui a été pilonnée. Les informations qui ont provoqué des tollés dans de nombreuses chancelleries. Et la France demande donc une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Regardez. Sur ces images fournies par l'opposition syrienne, les médecins s'activent dans cet hôpital de la province d'Idlib. Les patients auraient tous été victimes de gaz toxiques. Sur d'autres images, on peut y voir de nombreux enfants. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de dizaines de morts et évoque l'une des pires attaques depuis le début du conflit. Des sources médicales et des activistes de l'Observatoire ont confirmé que l'un des quartiers de Khan Sheikhoun a été attaqué à l'aide de matériaux qui seraient des gaz toxiques. Pour l'heure, l'ONG n'est pas en mesure de donner la nature du gaz, ni même l'origine de cette frappe aérienne. À plusieurs reprises par le passé, des accusations d'utilisation d'armes chimiques ont été émises, notamment en août 2013. L'attaque dans la Ghouta orientale avait alors provoqué la mort de près de 1500 personnes. L'ONU avait parlé à l'époque de preuves flagrantes d'utilisation de gaz sarin. Début mars, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a indiqué enquêter sur 8 attaques au gaz toxique. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout au compte de cette édition d'information et c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Au revoir.